Je m'en vais sur la montagne, au Loft. Je m'en vais faire culture physique. Un titre écœurant qui a été créé par mon ami Claude Canville à la radio de Radio-Canada à l'époque, en soirée la semaine. J'ai contacté Claude, je lui ai demandé l'aimable autorisation de réutiliser culture physique. Il a dit oui sans même demander le concept. Le concept, tu veux le savoir? C'est une rencontre avec une personnalité du milieu artistique québécois que vous connaissez, que moi j'ai appris à connaître au fil des ans en faisant du média à Montréal. Alors je convie cette personne-là qui prend une de ses soirées d'été pour une belle rencontre sur la montagne, une discussion en profondeur, de laquelle sort des bons moments, des confidences, des moments tendres, des éclats de rire assurément. Et on parle évidemment de sport parce que ce qui me lie beaucoup à ces personnalités-là, ben c'est un amour de la culture et du sport. Culture physique, ça commence dans les prochaines secondes. Bon épisode, présenté par ma belle gang de l'Association des concessionnaires Ford du Québec. Ils sont 84. Les prix employés Ford, c'est maintenant. En ce moment, vous payez ce que les employés Ford payent. Obtenez jusqu'à 9 015 $ en ajustement de prix total sur les Bronco Sport 2026 admissibles. Visitez votre détaillant Ford du Québec ou le Ford.ca. Le Ford Bronco Sport 2026, conçu pour l'aventure, prêt pour le Québec. Bon épisode de Culture physique. Cet épisode vous est présenté par Lepelco Assurance. Quand t'es sorti de l'école, t'as dit, bon, ben là, ça commence doucement, tranquillement. L'éveil arrive quand? Là, t'as-tu un doute à un moment donné? T'as-tu un doute de dire, ben, j'ai 26, 27 ans, j'ai fait autre chose, je suis capable de faire autre chose. Je vais-tu vraiment faire ça? Oui, je l'ai fait, mais... Oui, j'ai un doute parce que ça a pris 3 ans avant qu'il se passe des affaires un peu plus le fun, tu sais. J'ai fait de la caméra pour un gros studio d'audition dans le temps qui s'appelait Ascala, où toutes les grosses séries et les films étaient là. C'était sur Saint-Paul, dans le Vieux-Montréal. Je faisais de la caméra comme sideline parce que je gagnais pas assez bien ma vie. Fait que je voyais plein d'auditions. Ça m'a beaucoup aidé parce que ça a dédramatisé le processus des auditions. Parce que moi, je sortais d'une école de théâtre, tu sais. Fait que les auditions, cinéma, télé, le niveau de jeu, savoir comment se présenter. Moi, je voyais des confrères, des consoeurs passer beaucoup de talent, mais jouer beaucoup trop gros. Puis j'entendais les discussions des réalisateurs, producteurs après. Fait que j'ai compris un peu le processus. Puis à travers ça, j'ai compris comment jouer devant la caméra plus. Mais effectivement, je ne savais pas si ça allait fonctionner ou non. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je fasse des petites patentes à gauche, à droite. Après ça, pour mon premier gros contrat, je faisais le chum de pêche de Luc Picard dans l'ombre de l'Épervier. Ça m'a permis de vivre parce que c'était quand même un 35-40 jours de tournage. C'était pas un gros rôle, mais j'étais là beaucoup. Fait que je jouais avec Luc, tout ça. Je regardais Luc travailler. Luc, ça m'a beaucoup inspiré, sa façon de travailler. Fait que je le regardais beaucoup travailler, puis j'étais tout le temps avec lui pour des scènes, pour des affaires. Puis après ça, ce qui a été le déclencheur, mais encore là, je me disais pas, je vais faire d'autres choses. Tu sais, j'avais fait ça comme sideline, j'avais commencé à faire des patentes, j'avais joué dans Radio Enfer, des pubs. Je gagnais avec des pubs. Souvent, j'ai décroché, j'y allais, je faisais des niaiseries, ils me trouvaient drôle, ils me prenaient. Puis là, Fait que je gagnais ma vie quand même à travers tout ça. Mais ça n'a pas débloqué tout de suite. Et tout d'un coup, il est arrivé en même temps Maelstrom de Denis Villeneuve, puis Hochelaga, que je tournais en même temps. Fait que j'ai obtenu Hochelaga en audition. Après ça, je suis allé faire l'audition avec Denis Villeneuve. Puis là, j'ai vu James Hindman sortir, puis j'ai fait, ben qu'est-ce que je fais ici? J'aurais jamais ça, tu sais. Puis là, Denis Villeneuve vient me voir, puis il fait, viens-t'en, tu peux t'en venir. Son frère était au Kodak pour l'audition. Fait que une couple de jours plus tard, j'ai l'appel, c'est toi qui as le rôle, tu sais. Fait que, puis là, j'ai tourné les deux en même temps. Je suis obligé de retourner voir Hochelaga, puis leur dire à Michel Jeté, je suis désolé, je peux pas me raser. Je devais jouer un skinhead. Je peux pas me raser, j'ai un autre rôle en même temps. Il était en tabarnak, mais je l'ai fait pareil, puis on m'a mis un bandeau pour le personnage de Nose dans Hochelaga. Puis que j'ai fait les deux en même temps, tellement qu'à un moment donné, je me souviens d'avoir fini de tourner toute la nuit sur Hochelaga. Puis à 6 h le matin, il y a un transport qui m'attendait. J'embarquais habillé avec mon costume de l'autre personnage, puis je m'en allais tourner Maelstrom toute l'après-midi, ce qui m'a fait un genre de 32, 34 heures sans dormir. Mais tu sais, des affaires de fou un peu. Là. Mais ces deux rôles-là, en même temps, quand les films sont sortis, c'est là que ça a débloqué. C'est là qu'à un moment donné, Renaud Miroir capotait, puis en entrevue, puis un ci, puis un ça. Puis on a comme vu deux facettes complètement différentes. Mais c'est parce que t'as Michel Jeté, t'as Denis Villeneuve, t'as Hochelaga, puis t'as Maelstrom. Complètement. Puis t'as un personnage exacerbé d'un bord, puis t'as un personnage taciturne de l'autre. Denis, je jouais pas.
Nose, il avait l'air sur la poudre, il était complètement exalté, Ouais. speedé au complet. Fait que c'était complètement 2 univers différents. Fait que ça qui est sorti parallèlement, fait que là, c'est des nominations à Toronto pour Maelstrom, des affaires de même. Là, fait que ça a comme parti après, là, ça a déboulé, les séries télé, puis ça, là, ça a embarqué. Ça a réalisé mon rêve, parce que moi, mon rêve de petit gars, autant je viens d'une école de théâtre, c'est le cinéma. Je suis un enfant du cinéma. Je suis un maniaque. Je m'en allais du là. cinéma. Je dis, d'après moi, c'était plus le cinéma que Mon rêve. Shakespeare au TNM. Tu sais, puis je me disais en sortant de l'école, j'espère un jour jouer dans un film. Je pars ça avec 2 films, puis là, après ça, je sais pas combien, une quinzaine de films dans ma carrière. Mais c'est plus mollo, c'est difficile le cinéma de ce temps-là. Là, mon casting change, il y a plus de séries télé. Les films, ça prend du temps. Ils font ça, ils cannent ça en 25 jours au lieu de 35. Puis là, je prends de l'âge. J'ai beaucoup de choses qui sont écrites pour des plus jeunes aussi. Fait que, tu sais, mais j'ai quand même vraiment devancé l'idée de mon rêve de faire du cinéma. À un moment donné, ça a parti. Puis c'était quoi de tourner avec Denis Villeneuve? Ah, c'était vraiment trippant de tourner avec Denis. C'est drôle parce que j'étais baveux un peu. Mais pas baveux, j'étais juste dans le processus de travail. C'est pas vrai, parce que quand t'es baveux, on dirait qu'il y a de l'ego, il y a quelque chose qui est juste de l'ordre de... C'était pas ça. Je me souviens qu'on travaillait, puis on avait le texte. D'abord, moi, j'ai eu le rôle avant Marie-Josée Croze, fait que j'ai auditionné Marie-Josée Croze, j'ai auditionné des filles, puis après ça, Denis venait me voir, puis il me disait « Tu te sens-tu bien avec elle? » Parce que moi, elle me fait triper. Finalement, pouf, il a pris Marie-Josée Croze. Mais là, on arrivait en lecture, puis il me parlait de mon personnage comme un personnage taciturne, puis j'avais des chunks d'écrits de même, puis il y avait beaucoup de sous-textes là-dedans. Beaucoup de choses qui n'étaient pas de l'ordre du dialogue, qui étaient de l'ordre du... Puis moi, de dire au grand Denis Villeneuve, je repensais ça aujourd'hui, je suis comme tabarnak. Et moi, de dire à Denis, j'ai dit, Denis, Chris, tu me parles d'un personnage taciturne. J'ai dit, je regarde ça, puis il me semble qu'il y a beaucoup de stock là-dedans que je vais jouer, que j'ai pas besoin de dire. T'sais. Ouais, effectivement, t'as raison. Fait que là, il s'est mis à couper des affaires. Puis, mais tout ça pour dire que sur le set, c'est un gars toujours calme. Il y a un petit côté autiste aussi, Denis. Il est très dans ses affaires, il est beaucoup dans sa tête. Très dans ses plans. Chaque frame, pour lui, est quasiment une œuvre d'art. Il est comme... Chaque frame parle. Chaque plan parle. Mais très, très humain à travers tout ça. Très doux, drôle, de l'humour. Mais très précis dans ce qu'il veut sur le plateau. Fait que tu te sens vraiment bien. Tu te sens bien. Tu te sens pas... tu te sens aimé. Tu te sens de bonne main. Tu te sens surtout entre les mains de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut. Fait que tu sens que tu t'en vas au bon endroit. T'sais. Fait que c'était le fun. C'était le fun avec Denis. Là, ça fait longtemps. Je veux dire, je l'ai recroisé dans un événement, puis on s'est pris dans les bras, puis on a jasé un peu, puis je sais très bien, je ne travaillais pas avec Denis Villeneuve. Je dis, il est complètement ailleurs. Mais, tu sais, je l'entends en entrevue, puis j'entends d'autres acteurs, mettons des acteurs américains parler de lui, puis je reconnais la personne quand il en parle. Ouais. Tu sais, quelqu'un qui s'assoit, qui sait exactement ce qu'il veut, mais qui n'a pas la prétention de dire, je me souviens, il comptait, Denis, son premier meeting qu'il y a eu avec des acteurs. Ils sont beaucoup comme ça, les acteurs américains. On va voir si on veut travailler avec lui. Puis, fait que là, on peut savoir un meeting, puis on jase. Puis au lieu de faire, on va faire ça, un acteur dit, qu'est-ce que tu veux faire avec ton film? Il dit, je sais pas encore, on va le découvrir ensemble. Mais ça a plu énormément aux Américains. Mais ça, c'est toute l'humilité de Denis, de dire la vérité dans le moment présent. Au lieu de faire à croire, il va être précis quand il va être rendu sur le set. Pas personne ne s'inquiète de ça. Là. Il est brillant. T'sais. Mais... grande humilité. Fait que quand j'en entends parler, des fois, je pogne des entrevues d'acteurs américains qui en parlent. Jake Gyllenhaal, dernièrement, une espèce d'entrevue où il en parle. Genre, tu sais, je reconnais le même... Normalement, c'est le même Denis, qui était aussi brillant, qui était encore brillant, mais avec des moyens énormes. Fait que t'es pas surpris de ce qui arrive du tout. Non. Ben, c'est toujours surprenant parce que tu fais, man, tu passes quand même d'une carrière... Ah ouais, c'est à cette heure, c'est immense. Hyper là. impressionnant. Denis, il s'est fait offrir tout, il refuse. Il s'est fait offrir des films de super-héros, il ne l'a pas embarqué dans le pattern établi de ça. Il se fait offrir James Bond, il se fait... Tu fais, mais écoute, la suite de ci, de ça, puis là, tu fais... Puis lui, c'est ses idoles qui ont réalisé ça, là, tu sais. Ouais. Fait que comme il gravite dans ce monde-là, c'est assez... Puis en même temps, tu fais, c'est beau de voir cet être-là qui a l'air d'être très intègre avec ce qu'il est, se rendre aussi loin. C'est quand même rassurant, parce que tu as l'impression quand tu es obligé de se travestir tout le temps dans la vie, là. Ouais. Puis de voir cet être-là qui semble encore aussi intègre, se rendre aussi loin, c'est comme fascinant. C'est beau. C'est très beau, en effet. Ouais. Tes idoles à toi, tes modèles, qui c'était d'aussi loin que tu te rappelles? Puis y a-tu des fantasmes professionnels que tu as réalisés? Ah, man, écoute, je vais te conter une bonne anecdote par rapport à ça, mais avant, je vais répondre à ta question. Moi, mon idole, quand j'étais jeune, c'est Clint Eastwood. Parce que j'écoutais beaucoup de cinéma, mais j'étais évidemment tributaire on se faisait garrocher beaucoup de cinéma américain. Donc,
des westerns américains, Ouais. John Wayne et compagnie, peu Ouais. importe. Toujours fait d'une façon assez similaire, assez classique au niveau de l'écriture, tu sais. Et là, je suis tombé sur les films de Léoné, jeune. Puis- Western, spaghetti. Ouais. Et là, sans m'expliquer pourquoi, il y a de quoi de beaucoup plus sale, on va se le dire, dans les films de Léoné, tu sais, que des films propres, un peu plus classiques américains, western. Et là, je suis tombé sur Clint Eastwood, et là, je suis tombé sur la façon de réaliser de Léoné. Puis là, j'ai pogné de quoi. Sans m'expliquer pourquoi, au début, ça me créait quelque chose au niveau de mes émotions. C'était beaucoup plus sale, beaucoup plus dirty, ces gros plans, la sueur, les mouches. Les duels, les gars qui souffrent dans le désert, sa façon de rentrer avec son plan large, puis de rentrer tranquillement, mais tellement profondément dans les yeux de la personne. Écoute, puis tout ça, fait que j'étais pas dans le film propre américain, j'étais dans quelque chose, puis ça me bouleversait, puis je capotais là-dessus. Puis tout ça a passé aussi à travers Clint Eastwood, qui était un acteur incroyable, puis après ça, ça me fait rire, il raconte Clint Eastwood que, tu sais, ses yeux toujours un peu de même, là. Il dit, first, on tournait dans le désert, puis il dit, Chris Léoné me blastait avec des lumières de malade. Fait qu'il dit, quand il arrivait dans les close-up, il dit, j'étais en sueur avec de la glycérine en plus, il fait chaud en plus, il y a des mouches. Puis il dit, il avait tout le temps ses yeux de même. Écoute, mais ça me fait capoter. Mais fait que ça, c'est mes premières. Je dis, Léoné puis Clint Eastwood comme acteur, c'était mon idole. Je rêvais de jouer dans des westerns. D'ailleurs, quand j'ai joué Jack Carter, Ouais. c'était pas ça. Moi dans ma construction intérieure, je l'ai abordé comme un cowboy. Je marchais encore plus cowboy que moi, je marche dans la vie. Quand je sortais de mon char, au lieu d'ouvrir la porte, je sautais comme je sautais d'un cheval. Fait que moi, dans mon fun de petit gars, je me l'ai joué comme si c'était un cowboy. Toi, c'était ton western à toi. Ouais. J'avais mes jeans, ma ceinture, j'avais une chemise un peu ouverte. Moi, il me manquait juste ça ici, là, tu sais, puis un chapeau, puis je débarque d'un vrai cheval, puis c'était réglé, là, tu sais. Fait que je me suis fait plaisir en me disant, au Québec, à moins que je m'écrive de quoi de fucké, il n'y aura jamais trop de western, tu sais, ça m'arrivera pas, mais... Fait que ça a été mes idoles, beaucoup de jeunesse. Parallèlement à ça, beaucoup de comédies. J'ai trippé beaucoup. Évidemment, j'ai toutes les comédies américaines. J'ai un bout de Jerry Lewis. J'ai trippé sur des films quétaines. J'ai trippé sur Elvis. C'est drôle, j'avais un chum à la maison hier qui est un maniaque d'Elvis. Je ne savais pas, on s'est mis à jaser de ça. Puis on s'est mis à jaser du documentaire épique qui vient de sortir. Là. Tout, ça a été recolorisé, tout ça. Puis ça a été mes idoles de jeunesse. Je capotais sur Elvis quand j'étais jeune, même si c'était des mauvais films. Je tripais sur le gars, tu sais. Mon premier vinyle, c'était Live at the Madison Square Garden, Elvis. Je faisais des shows avec mon chum d'enfance, Rémi. On se faisait des suits, nos mères nous faisaient des costumes, des foulards écrits Elvis en papier d'aluminium dessus. Ses tantes venaient dans le sud, on lui faisait des shows. Lui faisait les tunes romantiques, moi je faisais les tunes où Elvis bougeait, puis je garochais mon foulard à la fin. Fait que tu sais, ça c'est toute ma jeunesse, là, c'est toutes mes... c'était des gars, tu sais, Clint Eastwood, c'était des gars, mais qui avaient une sensibilité. Tu sais, Clint, il y avait quelque chose, il a joué une sorte d'affaires, il a fait Dirty Harry, il a fait des... Mais c'était un gars qui dégageait quand même. D'ailleurs, on l'a vu dans ses films après. On l'a vu dans ses films immensément aussi romantiques où lui joue dedans. Sa façon de réaliser. Il y a une grande humanité. Fait que ça dégage du gars, mais avec beaucoup de sensibilité. Je pense que je devais me reconnaître là-dedans. T'sais. Des personnages forts, mais insensibles. T'sais. Fait que ça a été mes idoles de jeunesse. Puis dans toutes les comédies, il y a eu Jerry Lewis, tout ça. Après ça, il y a toutes les comédies françaises. Puis c'est là que j'en viens à mon anecdote. Moi, je me souviens à mon époque à Québec, en tout cas, les grands films le jeudi. Je sais pas si tu te souviens des grands films le jeudi. C'est à travers ça qu'on voyait tous les films français qu'on voyait moins ailleurs. Tu sais. C'est vrai. J'ai capoté les sur grands films le jeudi, c'était les grands films. à peu près l'égal des beaux dimanches. Complètement. Dimanche, on voyait tout dans ce temps-là Belmondo. On voyait tout le duo Depardieu, Pierre Richard. Ouais. Et pour en venir à mon année, ça faisait partie de mes idoles de jeunesse. Pierre Richard me faisait triper parce que c'était de la comédie, mais à travers une grande sensibilité puis un personnage très gauche et très... Fait que je jouais très vrai en même temps que c'était drôle. Fait que ça me touchait beaucoup. J'aimais beaucoup ça, tu sais. Et là, plus tard dans ma carrière, pogne le rôle dans le film Le Bonheur de Pierre. Réalisé par Robert Ménard à Sainte-Rose-du-Nord en plein hiver. D'hiver égal, par exemple. J'ai beaucoup de scènes avec lui. Puis avec Sandrine Testu, qui est une actrice française qui tombe en amour avec moi là-dedans. Je suis le seul personnage pour fucker du village. Il y a Rémi Girard là-dedans. Puis ils sont tout en crise parce qu'il hérite d'une parcelle de terre là-bas, puis de tout ça. Fait que tous les villageois veulent le sacrer dehors, tu sais. Alors que moi, je tombe en amour avec sa fille, puis avec le bonhomme. Fait que je travaille un peu pour eux autres, on the side, pour les protéger du reste de la gang. Puis écoute, première journée de tournage, avant d'en venir à mon anecdote, moi, rendu là dans ma carrière, quand je suis sur un set,
ça appartient à tout le monde, mais ça m'appartient. C'est mon lieu de travail. Fait que mon lieu de travail, j'ai pas d'affaire d'intimider. J'ai mes choses à... Première scène que j'ai avec lui, première journée, je rentre dans la cuisine pour une bonne scène à faire ensemble, tout seul, les deux. Cong, rentre. Fait que j'ouvre la porte, puis je tombe avec Pierre Richard. Et puis là, pour une des premières fois de ma vie, je me ramasse dans ses pieds, sa barbe blanche, puis ses cheveux blancs, puis ses yeux bleus, puis son air d'ado attardé constant. Il est toujours... Puis là, il me regarde comme ça. Puis j'ai mes répliques à faire, il me parle, puis là, je suis dans ses yeux, puis je te jure, je suis sorti de mon corps. Puis il y avait un Jean-Nic à côté qui a fait « Mais on te calisse, c'est en train de faire une scène. Pierre Richard, je me suis comme perdu dans ses yeux, puis j'étais comme... Puis là, à un moment donné, ça a fait... Je suis revenu, puis là, j'ai fait « OK, là... » Puis là, je suis parti, puis j'ai fait mes affaires, mais j'ai complètement déconnecté, puis j'ai vraiment fait... Je suis en train de... On dirait que si on avait fait ça au cinéma, là, on aurait fait un méga flashback au ralenti de toute ma vie où j'ai écouté les grands films, puis j'ai écouté Pierre Richard, puis je suis dans mon salon, puis je capote, puis là, j'étais en train de faire une scène avec. Écoute, c'était complètement surréaliste. Je capotais bien raide. Puis tout ça pour dire qu'après ça, j'ai tourné avec, on tournait avec, puis on est passé un mois ensemble, puis je jouais aux échecs avec lui à l'heure du dîner, puis c'est un classique français, là. Il débarquait du camion, il écoutait du Mary J. Blige. Il y avait des mitaines de poils qui vont jusque-là. Puis il y avait un casque de poils, puis il sortait en rappant. Puis tu fais, le bonhomme, il a 72 ans, puis il rappe, puis ses mitaines de poils, puis lui, c'est la totale qu'il a vécu. Là. On était dans l'hiver à Sainte-Rose-du-Nord, il y avait de la neige en tabarnak. Ah ouais. Puis à un moment donné, il vient me voir, puis il parle de traîneau à chien, puis je fais, mais j'ai jamais fait ça. Il fait, mais t'as jamais fait de traîneau à chien? Et putain, t'es Québécois, t'as jamais fait de traîneau à chien? C'est comme si je t'avais dit un Français, t'as jamais mangé de fromage. C'est sûr qu'on a tout ça dans le garage, c'est ça. à la maison. C'est comme si je l'avais croisé, lui, t'as jamais mangé de fromage? Mais on calait, c'est un Français, ça n'a pas d'allure, t'as jamais... Tu sais, ça n'avait aucun sens. Là. Je dis, mais non, jamais fait... Puis on venait de tourner le soir à Sainte-Rose, on avait 45 minutes avant d'arriver à l'hôtel, tu sais. Puis on était dans le bois total, là. Puis c'est la nuit, puis il neige, là. Puis est-ce qu'on va voir un élan? Non, tu veux pas voir... Tu veux pas voir un élan. Un ours, on va voir un ours. Non, tu veux pas voir ça sur la route, man. Tu veux pas, c'est le classique, là. Mais là... Attache ta tuque, man. On a une pause, une journée. On amène Pierre Richard voir le Saguenay de Chicoutimi. Rémi Girard, moi, Pierre Richard. Écoute, on s'en va voir. Lui, c'est la totale. Il capote. Il rentre d'abord dans l'amphithéâtre, il y a ses mitaines de poêle. Encore? Mais là, jusque-là, Chris, lève ça. Là, il nous assoit sur le bord de la bande. Et je te jure, j'ai mon idole. J'étais avec Rémi, que je respecte plus haut point, et moi. Tout le monde vient parler à Rémi, puis à moi, personne ne reconnaît Pierre Richard. Puis là, Rémi et moi, on est comme, mais tabarnak! Il n'y a pas quelqu'un... C'est sûr qu'il y a des gens plus jeunes, on s'entend. Il y en a qui n'ont pas connu. J'en parle à des jeunes, Pierre Richard, tu sais, mais... Puis là, personne ne le reconnaît. Fait que là, mais on se fait tellement achaler, Rémi et moi, qu'il décide de nous monter dans une loge. Imagine Pierre Richard, qui est un petite star, tu sais, qui est là au Québec, puis qui fait les deux gars se font achaler, puis lui, mais lui, il s'entorche. Il s'entorche un peu, il regarde le hockey, puis il comprend moyen, puis il prend les deux équipes en même temps. Puis là, écoute, il nous monte dans la loge, Pierre Richard boit du vin dans des verres de styrofoam, puis il mange des roteux. Puis il est le même. Hey! Aussitôt que quelqu'un monte d'un bar et crie, il remonte au bar. Hey! Hey! Puis il commence à être chaud d'ail. On capote. Lui, moi, on se regarde, on capote. On sort, il y a une tempête de neige. Lui, il est dans un rêve. Il a vu du hockey, il est chaud, il mange des hot dogs. Il sort, il y a une tempête de neige, son casque de poêle, ses mitaines. Il manque de tomber puis se casser une hanche. On le ramasse, c'est-tu correct? Écoute, c'était là. Wow. Je raconte ça des fois. Tu sais, quand tu racontes de quoi, puis tu dis, puis les années passent, puis tu dis, ben non, je suis pas en train d'en rajouter. C'est tout ça qui est arrivé. Tu fais ça aucun C'est incroyable. Aucun bon sens. Je suis allé voir le Saguenay de Chicoutimi avec Pierre Richard qui buvait du vin dans des verres de styrofoam, qui a failli se casser une hanche en sortant d'une tempête de neige, mais qui s'en calisse, qui se relève, qui fait « C'est extraordinaire! Le Québec! » Il est chaud. Écoute, c'était incroyable. Wow. Ouais. Tout ça pour dire que oui, j'ai rencontré des idoles. J'ai rencontré une idole, en tout cas. C'était Mais, hein? Et qui, finalement, m'a l'air d'un asti de bon bug. Complètement. Puis autant le personnage qu'on a vu de l'espèce d'ado attardé un peu gauche, il est un peu ça dans la vie. Ouais. Fait tomber, tu sais. Ouais, Il c'est sort, ça. tout pour la joke, fait une joke, il est drôle, il te regarde toujours avec ses grands yeux, un peu naïfs. Mais tout ça avec un bonhomme qui a du véhicule, de barbe blanche, puis qui a l'air d'avoir du fun dans la vie, tu sais. Fait que c'était vraiment impressionnant de Quand tu voir comptes ça à ta mère, après... Oui, ben oui, c'est ça. Mais non, mais ma mère n'est plus là, dans ce temps-là. OK, plus là. Elle est morte jeune. Non, elle est morte jeune. OK, Mais OK. tu vois ça, Mais tu y penses. tout ça, j'aurais capoté.
Tu sais, à un moment donné, on comprend que moi, j'ai une relation avec la mort. Moi, je bad trip pas sur la mort. Moi, j'ai vécu mon beau-frère. J'ai un beau-frère qui est décédé à 32 ans du cancer. J'ai ma mère qui est décédée à 61. Tu sais, j'étais sorti de l'école de Sénat, j'avais commencé à travailler un peu, mais elle n'a pas vu grand-chose. Fait que c'est toutes des choses qui étaient difficiles, tu sais, que j'ai évincé parce que ma mère souffrait en me disant c'est correct qu'elle soit partie, puis c'est revenu en backslash après. Puis bon, j'ai vécu toutes sortes de patentes, des boîtes sur le party, puis je me rends compte que je m'ennuyais de ma mère, puis j'ai revécu une peine, puis bon. Mais maintenant, aujourd'hui, ma relation avec la mort est pas. Pour moi, ça fait partie de la vie. C'est pas un bad trip, tu sais, mais je te dis ça, puis un de mes enfants mourrait, puis je serais sur le bad trip total, là, mais ce que je veux dire, c'est que ma relation avec ça, j'ai pas peur de la mort, j'ai pas. Mais ce qui me manque, c'est des moments comme ça avec ma mère, tu sais, que je dis, arrêter une grand-mère incroyable pour mes filles, elle n'est pas là, tu sais. Mes filles avaient trippé dessus. Elle était drôle, ma mère, comique, elle faisait du stand-up. Ma mère, elle a travaillé à la Tour à Québec. Dans ce temps-là, c'était tout le burlesque qui venait, là, tu sais, la Poune, toute cette gang-là venait. Puis elle vendait des tickets, puis elle travaillait là, puis elle était portière. Puis son rêve, c'était de faire ça dans la vie. Fait que dans la famille, moi, j'ai vu ma mère avec mon oncle. Puis c'était surtout ma mère qui faisait le stand-up. Pendant 1 heure et demie de temps, se mettre des costumes puis nous faire des numbers en avant. Wow. Fait que, tu sais, c'était ça qu'elle voulait faire dans la vie. Elle aimait le monde, elle voulait faire rire. Fait que, tu sais, mes filles auraient trippé dessus. Partager ces moments-là. me voir, moi, dans un film, alors qu'on a partagé ça ensemble, le cinéma, puis qu'elle connaissait tous les acteurs français, tous les acteurs américains, puis qu'elle... Tu sais, moi, je connais des vieux acteurs américains que tu parles à des gens, tu fais leur histoire, leur... Fait que, tu sais, c'est sûr qu'elle aurait trippé. Fait que c'est ça qui me manque. Je m'ennuie. Des fois, je vois des gars... Ben, ça, je suis rendu vieux, 58, mais je vois des gars de mon âge, ou des fois un peu plus jeunes, qui font, c'était la fête à ma mère, on est allé souper. J'ai pas vécu ça, tu sais, j'ai rien vécu de ça. Fait que je m'ennuie de ça. Je suis pas... mon deuil est fait, là. Je suis pas, tu sais, je suis pas en boule dans la maison en train de capoter. Mais je m'ennuie de ces moments-là, tu sais, de... Elle aurait vu mes premières affaires, cinéma, une première, me voir sur grand écran, elle aurait capoté. T'sais. Mon père a vu ça, mais pas ma mère. Cet épisode vous a été présenté par Lepelco Assurance.